Hello, my name is Andréane Langevin. I am a student at DICE. I study language policy and more specifically language policy in the Quebec education system. In May 2021, the government of Quebec tabled a new bill called Bill 96. In essence, this new language legislation seeks to modernize its predecessor, Bill 101, also known as the Charte de la langue française, by amending 201 of its provisions. Bill 96 was tabled by Minister Simon Jolin Barrette, the minister responsible for the French language. In the fall of 2021, Jolin Barrette's cabinet selected 51 speakers or special interest groups to testify before the National Assembly and share their opinions on the new bill. They were also invited to submit a written memoir stating their positions on some of the proposed amendments. The hearings were held over 9 days and they amount to more than 40 hours of recording. This is a viewer's digest of the meaningful moments from day 7. Que tous les cégeps, anglophones et francophones, sont engagés dans les efforts visant à assurer la vitalité de la langue commune et la qualité de la langue écrite et parlée par les personnes qui le forment. Vous ne serez pas surpris de nous entendre exprimer notre soulagement de voir le gouvernement maintenir le libre choix comme principe général en matière d'enseignement supérieur. Et il faut parfois encore le rappeler, les cégeps font partie de l'enseignement supérieur. Nous l'avons répété au fil des ans, les cégeps ne font pas partie des menaces au rayonnement de la culture québécoise et à la vitalité de la langue officielle du Québec. À cet égard, nous croyons qu'au-delà du projet de loi, certaines questions se posent. Quelles sont les motivations qui poussent une certaine partie de la jeunesse, dont l'anglais n'est pas la langue maternelle, à vouloir poursuivre ses études en anglais? Quels sont les éléments qui assureraient auprès des jeunes le prestige du français? Comment favoriser le développement de milieux inclusifs et attractifs pour les Québécoises et les Québécois de toute origine où ils pourront développer leur goût pour le français et la culture québécoise? Nous recommandons que les responsabilités du ministère de la langue française dans le domaine de l'enseignement supérieur se limitent à la formulation de recommandations. Les cégeps anglophones eux-mêmes ne s'opposent pas à la détermination d'un encadrement de leur effectif. Ce qui soulève des questions, c'est la mécanique qui sous-tend la mise en œuvre de ce principe. Il est important de se rappeler que la gestion du nombre d'étudiantes et d'étudiants qui fréquentent un collège ne relève pas d'une science exacte. C'est pourquoi nous recommandons de prévoir que l'exercice de détermination des effectifs totaux particuliers se déroule sur une base pluriannuelle et non tous les ans comme le prévoit le projet de loi, et que les établissements soient informés au moins une année scolaire complète à l'avance de tout changement à leur effectif total particulier. Par ailleurs, dès le moment où on balise le développement des effectifs des cégeps anglophones, la question de la répartition des effectifs entre les cégeps anglophones et les établissements anglophones privés agréés aux fins de subvention devient centrale. Pour éviter que la loi vienne rompre le fragile équilibre entre le privé et le public, nous recommandons de donner préséance aux établissements publics et de préciser que la proportion des effectifs totaux particuliers des établissements anglophones privés agréés aux fins de subvention sur l'ensemble des effectifs totaux particuliers de tous les établissements anglophones ne doit pas excéder la proportion qu'elle représentait à l'automne 2019. Il faut aussi faire en sorte que les cégeps francophones déjà autorisés à offrir certains programmes en anglais puissent continuer de le faire, bien évidemment, tout comme on doit conserver la possibilité d'adapter l'offre des cégeps francophones à la situation précise d'un programme ou des besoins de main-d'œuvre dans un secteur particulier. Par ailleurs, nous nous opposons aux dispositions du projet de loi qui prévoit l'inscription dans la Charte de la langue française de l'obligation pour certains étudiants de cégep à se soumettre à une épreuve destinée à évaluer sa connaissance du français. Imposer 2 épreuves à une partie de la population étudiante est à nos yeux inéquitable. C'est notamment un plafonnement, dans le fond, des places dans le réseau collégial actuel dans le secteur anglophone, avec une limitation de la croissance également du réseau collégial anglophone. Les cégeps sont le reflet du contexte du contexte social dans lequel elles vivent. Moi, je me rappelle, il n'y a pas si longtemps, qu'on reprochait à l'Université McGill de ne pas accueillir assez d'étudiants québécois. Bien, le jour où on met de la pression sur McGill pour diminuer son acceptation d'étudiants internationaux et d'augmenter sa part d'étudiants québécois, bien, il faut se poser la question quel effet ça a sur les cégeps. Alors, à cette époque-là, ça ne semblait pas être un problème. Et donc, effectivement, le prisme dans le développement du réseau, il n'était pas dans une dualité francophone-anglophone. Aujourd'hui, on prend conscience que ça a un impact et qu'il y a une inquiétude à avoir. Moi, je répète que cette inquiétude-là, on devrait surtout l'avoir en lien avec une adhésion, je dirais, à la culture québécoise. Hein. Vous avez reçu Guy Rocher il n'y a pas longtemps. On a des conversations assez régulièrement avec M. Rocher, évidemment. Et il rappelle que
la protection du français, c'est évidemment un vecteur pour protéger notre culture. Et à mon avis, il y a un enjeu qui est beaucoup plus large, donc, que simplement la langue d'enseignement. Mais donc, M. Rocher disait également, premièrement, que c'était une erreur en 1977 de ne pas avoir étendu la loi 101 au cégep. Mais deuxièmement, également, il y a eu plusieurs intervenants qui sont venus qui ont dit, mais écoutez, quand vous êtes rendu à l'âge d'étudier au cégep, au collégial, donc 17, 18, 19, 20, il y en a qui font un doctorat au cégep, puis ça se poursuit dans la vingtaine aussi. Bien, c'est là qu'on est imprégné de la culture. Donc, le fait d'étudier en français, ça va avoir un effet également culturel, et notamment lorsqu'on parle des personnes allophones, des nouveaux arrivants, le fait d'étudier au collégial en français, ça va être le temps d'avoir une adhésion à la culture québécoise, qui se distingue notamment par sa langue officielle. Donc, le fait de baigner dans un environnement francophone, ça a une portée culturelle aussi. Oui, tout à fait. Et ça, je pense que ce propos-là, il se vaut évidemment, et c'est pas pour rien qu'on a un débat au Québec présentement, mais nous, on est profondément convaincus qu'à 16, 17, 18, 19 ans, comme vous le dites, ce qui est le plus important, c'est de générer un sentiment d'appartenance, un intérêt pour la culture québécoise. Et ça ne vient pas simplement avec le fait d'être étudiant dans un cégep francophone. Ça vient avec des mesures plus profondes. Ça vient avec un accès à la culture. C'est pour ça que nous, on propose, au-delà du projet de loi, on pense qu'on a une opportunité en or au Québec de miser sur, avec en plus une pandémie qui se termine, qui a été très dure pour le milieu culturel, miser sur les lieux de diffusion que sont les cégeps pour faire en sorte que nos étudiants francophones, anglophones et allophones baignent dans la culture québécoise et qu'ils aient donc peut-être un plus grand intérêt à poursuivre cet intérêt-là ou cette connaissance-là, je dirais, de la culture québécoise. À défaut de quoi, le simple fait de leur demander d'étudier en français ne générera pas moins d'intérêt pour Netflix et pour Facebook. Okay. Un semi-privé peut grossir de la façon dont il veut. Avec les règles actuelles, oui. Avec les règles du projet de loi 96, il va être assujetti. Bien, c'est ce que j'en comprends. Oui. Donc, les seuls qui ne sont pas assujettis, c'est les privés au niveau collégial. Exact. Est-ce que la Fédération des cégeps considère que les privés devraient être assujettis au projet de loi 96? La Fédération pense qu'on est mûr pour une réflexion sur l'ensemble de l'offre de formation collégiale, et ça inclut les privés non subventionnés. Donc, d'être capable de revoir les règles auxquelles chacun des réseaux sont soumis et s'assurer, évidemment, qu'on regarde l'avenir avec un développement, encore une fois, coordonné. C'est la protection de la langue française et surtout de faire en sorte que la langue normale des études demeure le français. Vous avez dit dans une entrevue, M. Tremblay, que j'ai des témoignages de direction générale de cégep anglophone qui me disent « Le français des anglophones qui ont fréquenté des commissions scolaires anglophones au Québec est épouvantable. Ils ne parlent pas français ou à peu près pas. » Notre système d'éducation, il débute à la petite enfance puis il se termine au post-doctorat et qu'on forme un tout et qu'on est des acteurs, les cégeps, à travers ce grand ensemble et qu'effectivement, sans donner l'impression qu'on veut faire porter le blâme sur d'autres, qu'il faut que d'autres aussi se questionnent sur le rôle qu'ils exercent dans le système d'éducation, que ce soit par rapport à l'apprentissage du français ou l'apprentissage comme langue seconde ou comme langue principale. Alors, je veux faire attention, comme je disais, pour ne pas avoir l'air de dire ben, c'est de leur faute ou que d'autres s'en occupent, mais en même temps, on ne peut pas non plus être les seuls à s'en occuper. Et quand on entend ces témoignages-là, bien, on se dit il y a certainement un effort à faire. Le projet de loi, quand même, ouvre la porte à donner des services aux anglophones pour qu'ils acquièrent un meilleur français. Je pense que c'est un geste qui est très positif. Et je pense que c'est un petit peu un angle mort qu'on a eu au Québec en tenant pour acquis que, bien évidemment, les anglophones, à partir du moment où la société est surtout française, bien, vont se bilinguiser. Je pense qu'ils le sont beaucoup, mais visiblement, il y a encore peut-être des efforts à faire avec certains d'entre eux. Qu'est-ce qu'on pourrait faire de mieux, de plus, dans les cégeps anglophones? Dans le cadre d'un projet de loi sur la langue, de simplement traiter d'un aspect, à notre avis, il y a un risque sur l'espèce d'équilibre. Vous savez, il n'y a pas si longtemps, on a parlé d'un cours d'histoire au cégep. Tout le monde était d'accord sur le principe. Quand on a voulu l'introduire, on a réalisé la complexité de la chose. Je sais que tout ça est compliqué, mais je pense que de toute façon, pour changer l'épreuve uniforme de français dans les collèges anglophones, on va le réouvrir, le régime d'études collégiales.
Donc, tant qu'à le réoffrir, ce que j'entends de vous et ce que je pense qui va arriver, c'est un vaste chantier. On confond ici formation de la main-d'œuvre et formation continue. Je veux absolument vous entendre sur les dangers de l'article qui traite de ça dans le PL 96. Parce que vous avez peur de ne plus pouvoir donner de la formation, de la main-d'œuvre, Dieu sait qu'on a besoin de formation, en anglais pour des groupes particuliers, parce que les CCTT travaillent avec des entreprises. Oui. Alors, nos centres de recherche, donc les CCTT, effectivement, ont un mandat qui est complémentaire au mandat des cégeps, hein, donc de recherche, mais aussi d'accompagnement puis de soutien donc, aux entreprises, surtout sur le volet, effectivement, de la formation. Et effectivement, de la façon dont l'article en question est rédigé, ça laisse une certaine ambiguïté. Et donc, nous, on pense qu'il faut s'assurer, évidemment, que nos CCTT, qui, dans certains cas, font de la recherche à l'international avec des partenaires partout à travers le monde, dans certains cas, évidemment, en anglais, parce que malheureusement, la recherche se fait beaucoup en anglais, il faut encore qu'ils aient cette capacité-là. Et il faut qu'ils aient la capacité de faire, justement, de déployer leurs activités au Québec auprès des entreprises en fonction de leur spécialité. Alors, je pense que sur ce volet-là, il y a une considération d'écriture de l'article. Oui. D'écriture, parce qu'il y a aussi des liens avec des universités qui soient au Québec ou en dehors du Québec. Tout à fait. Ils ont le droit de postuler à des fonds de recherche avec, par exemple, soit une université anglophone, francophone ou même de l'extérieur du Québec. Comme vous l'avez bien dit, c'est l'enseignement supérieur. Là. On parle de recherche, on parle de professeurs qui ont des doctorats, on parle de liens avec l'école polytechnique, par exemple, qui va même à l'école d'aérotechnique. Là, je fais un lien avec le cégep Édouard-Montpetit. Mais des fois, il peut y avoir des choses, des demandes de subventions, des publications qui se font en anglais. L'étudiant francophone ou allophone qui fréquente un cégep anglophone va avoir 2 épreuves à passer. Donc, l'épreuve de l'œuf, qu'on appelle communément l'épreuve uniforme de français, mais aussi l'épreuve d'anglais. Donc, il faudrait qu'il ait suivi les cours qui mènent à l'épreuve d'anglais, puis les 4 cours, on le dit, qui mènent à l'épreuve de français. Moi, peut-être dans ma grande naïveté, j'avais pensé qu'un remplaçait l'autre. Alors, vous soulevez quelque chose d'extrêmement important. Moi, je pense que l'esprit du projet de loi, puis là, le ministre me contredira si je me trompe, c'est pas de faire passer l'épreuve uniforme d'anglais aux francophones et allophones, c'est de faire passer seulement l'épreuve uniforme de français. Je suis convaincu que dans sa tête, il n'en passe pas d'épreuve uniforme d'anglais. Ça serait contradictoire avec tout l'esprit du projet de loi. Je peux me tromper, mais si c'est le cas, alors 2 épreuves, c'est quelque chose. En plus, on revient à notre régime, le règlement sur le régime des études collégiales. Ça veut dire qu'on change le régime. C'est impossible d'avoir 2 préparations extrêmement inégales. Cégep francophone ultra préparé, cégep anglophone pas préparé, puis avec 2 épreuves en plus selon votre lecture. Et 2 conséquences possibles. Dans certains cas, évidemment, ça aura un impact sur le taux de réussite, mais dans d'autres cas, moi, je serais inquiet que ça puisse encore plus valoriser les cégeps anglophones. S'il y a 2 épreuves de langue, ça veut dire qu'il y a un super diplôme. Il y a un diplôme francophone, puis un diplôme anglophone qui, lui, est un super diplôme, puisqu'il, d'une certaine façon, l'étudiant qui sort de ce parcours-là, s'il est francophone, aurait une double compétence là, vraiment reconnue. Le projet de loi amène le contingentement là, dans les cégeps anglophones. Oui, on est d'accord qu'il y ait un contrôle du développement de la population étudiante au sein des cégeps anglophones. Parfait. Écoutez, vous vous désolez qu'il n'y ait pas suffisamment d'appartenance à la société québécoise et aux Français, mais votre organisation refuse d'en faire plus, c'est-à-dire refuse d'identifier que la fréquentation du cégep en anglais contribue à cela. La conviction que nous avons, c'est que quand on arrive avec des jeunes adultes et qu'ils ont ce souhait-là, travaillons plutôt pour leur montrer l'importance, évidemment, du français et travaillons surtout pour qu'ils ne se sentent pas obligés d'apprendre l'anglais pour travailler. Alors, si l'enjeu, c'est le milieu de travail, bien, agissons sur le milieu de travail. Si l'enjeu, c'est qu'à l'université, même à l'UQAM, tu as des livres de référence qui sont en anglais, bien, travaillons là-dessus. On est en profond désaccord, parce que ce n'est pas l'État québécois qui vous finance à subventionner l'assimilation québécoise. Et ça, je sais que vous le comprenez, mais je sais qui vous représentez et vous ne pourriez pas arriver avec une proposition autre. Alors, vous avez une responsabilité, lorsque vous êtes financé par le public, de s'assurer d'une cohérence
Et les chiffres que je vous soumets indiquent clairement que ça contribue à une socialisation. Je vous soumets d'autres chiffres. Depuis 1995, la part des étudiants collégiaux qui fréquentent les cégeps en anglais et leurs pendants privés subventionnés s'est passée de 14,9 à 19 %, progression du quart. Alors, quand le ministre propose de contingenter, ce n'est pas suffisant. Vous vous réjouissez de cette modération, mais ce n'est pas suffisant pour renverser le déclin. Alors, je vous soumets ça bien humblement. Il me semble que je n'avais pas énormément d'attentes compte tenu des arbitrages que vous avez à faire, mais que vous passez complètement à côté. Nous discutons d'un projet de loi de l'Assemblée nationale du Québec en français. Je pense que quiconque s'intéresse un peu à l'histoire de l'Amérique et du Canada reconnaîtra que ce simple fait qui peut sembler aujourd'hui banal est le fruit d'efforts incommensurables de protection et de promotion de notre langue par les générations qui nous ont précédés. Certains articles suscitent des inquiétudes. Alors, premièrement, je pense qu'on doit absolument reconnaître tous ensemble que le projet de loi 96 créera nécessairement une hausse du fardeau administratif des entreprises, entre autres dans les pratiques de ressources humaines. Alors, un autre sujet de préoccupation pour nos membres porte sur les pouvoirs de l'OQLF et de Francisation Québec. Nous nous inquiétons des conséquences de l'article 80. Cet article vient diluer la responsabilité de l'employeur, ce qui peut mener à des conflits et, selon nous, ne sert personne. Alors, afin d'éviter ce genre de situation, nous recommandons que l'article 80 du projet de loi soit modifié afin de reconnaître le rôle consultatif du comité de francisation et vienne ainsi confirmer la responsabilité finale et aussi, on le reconnaît, l'imputabilité finale de l'employeur. Au sujet des services d'apprentissage du français et du certificat de francisation, la FCCQ se questionne quant au manque de balises de l'article 89, cette fois-ci, qui vise la participation volontaire des entreprises à une offre de francisation Québec, qui demeure par ailleurs un peu floue à ce moment-ci. Alors, nous demandons que le projet de loi définisse les obligations spécifiques des employeurs et qu'il soit prévu que Francisation Québec ait l'obligation d'offrir des formations au moment et dans les moyens les moins conflictuels avec les opérations et les aspects financiers de l'entreprise. La dernière partie de notre analyse porte sur l'obligation de l'administration de communiquer en français. Alors, je vous propose de débuter ici par le dossier des personnes immigrantes. Il faut vraiment se parler aujourd'hui de la limite fixée à 6 mois pour les services gouvernementaux offerts aux personnes immigrantes dans une autre langue. Cette limitation, honnêtement, nous semble problématique et souvent irréaliste, particulièrement pour les travailleurs étrangers temporaires et les réfugiés. Les derniers mois ont révélé comment le processus est incroyablement complexe pour les candidats à l'immigration déjà au Québec et on pense qu'ils n'ont pas besoin de cet obstacle supplémentaire, selon nous, à ce stade-ci. Nous croyons que le délai devrait plutôt être de 2 ans, durée normale de la plupart des permis de travail temporaires et aussi une période qui permet l'acquisition de compétences suffisantes en français. Alors, est-ce que le fait de jumeler la langue avec la culture, ça pourrait être une avenue intéressante pour vos membres, pour les entreprises, pour dire, bien, pour être pleinement intégré, il faut adhérer aux deux? C'est important quand on veut faire une meilleure régionalisation de l'immigration, justement, d'amener l'ensemble du contexte de vie pour une nouvelle personne dans une région du Québec, qui souvent sont méconnues, parce que souvent, le manque d'intérêt pour la régionalisation de l'immigration, c'est une méconnaissance de ce qui est disponible. D'ailleurs, on a un programme avec le ministère du Travail qui s'appelle Un emploi à sol québécois qui vise justement à améliorer la connexion entre les employeurs et les personnes immigrantes. Et justement, dans la bonification du programme cette année, on fait des cellules de co-développement sur la gestion de la diversité culturelle en entreprise. Alors justement, ça va permettre aux employeurs qui peut-être ont une certaine méconnaissance, une certaine ignorance des possibilités de l'immigration en région de s'améliorer. Le meilleur moyen d'intégrer et d'apprendre la culture, d'apprendre la langue de son peuple d'accueil, nommément le Québec, c'est en vivant le français, en vivant le Québec, donc particulièrement les régions. Là où on a un différent, c'est sur le délai. Vous dites 6 mois, c'est complètement irréaliste. Vous arrivez dans un nouvel État avec une langue différente. Ces gens-là, ils sont courageux, là. Puis ils viennent travailler, puis ils veulent le meilleur pour leurs enfants. Mais on a une responsabilité collective comme État, mais aussi dans les différentes communautés, les villes, les entreprises, tout ça. Il faut que tout le monde se mette ensemble pour faire que l'accueil se passe le mieux possible. Au niveau du 2 ans, on se base sur vos critères au niveau, au niveau de l'admissibilité, au niveau de la résidence permanente. Lorsqu'il y a eu des changements au programme d'immigration, on est venu donner d'ici 2 ans, si vous êtes temporaire, si vous voulez avoir passé au processus d'immigration permanente, vous allez devoir démontrer que vous maîtrisez un niveau suffisamment de français, mais après 2 ans.
Et déjà, on vous trouvait pour plusieurs secteurs, vous trouvez quand même ambitieux dans cette demande-là, mais ça a été adopté, ça a été mis en place, et puis on va de l'avant. Mais ça va être difficile, exemple, pour un employé qui rentre temporaire, par exemple, et qui vient travailler au Québec. On dit, mettons-le dans une classe de francisation pendant 6 mois intensifs. Vous aurez raison, peut-être qu'on va réussir à faire quelque chose, mais l'employeur qui va chercher un travailleur à l'étranger, évidemment, a un besoin, un impératif de productivité. Il veut le faire travailler également. Donc, on pense que 6 mois à temps partiel, une journée par semaine, par exemple, de francisation, peut-être n'atteindra pas le niveau 7 là, de maîtrise de français qui est demandé dans certains programmes gouvernementaux. Donc, c'est là qu'on demande un peu de cohérence avec les programmes d'immigration, avec les principes d'immigration permanente afin d'atteindre ces statuts qui est exigé. Et puis, si vous me permettez une petite seconde, la CNSST, notamment, c'est un exemple, donne de la formation, de l'information quant à leurs droits au niveau des normes du travail pour ces travailleurs-là. Donc, ils ont développé une panoplie d'offres de services, notamment en espagnol, notamment dans diverses langues, afin de pouvoir les informer sur leurs droits, sur leur recours en lien avec leur emploi. Donc, ça viendrait peut-être limiter leur accès à ces informations-là. Alors, je suis désolé de vous reprendre, M. Gagnon, mais il y a déjà des exceptions dans le projet de loi en ce qui concerne la santé et la sécurité des individus. Donc, à ce moment-là, il y a déjà une exception dans le projet de loi. Et ce qui est intéressant, c'est que vous faites référence à la réforme du PEC, que je connais un petit peu. Et là, vous dites, écoutez, ça prend de la cohérence entre les réformes que vous faites, tout ça. Mais vous oubliez de dire que, dans le fond, la réforme du PEC, c'est le programme d'expérience québécoise. Oui, il y a un niveau 7 pour passer à travers ce programme d'immigration-là, mais ce n'est pas l'unique programme d'immigration qui existe au Québec. Alors, il faut donner la réalité. Si la personne immigrante, ici, elle est sélectionnée comme temporaire et elle souhaite passer par le véhicule d'expérience de travailleur qualifié et d'obtenir son CSQ à travers le PEC et d'être sélectionné, effectivement, ça prend un niveau 7. Mais il y a un autre volet également qui s'appelle ARIMA aussi. Donc, il y a différents programmes d'immigration. Alors, c'est faux de dire que tout le monde doit avoir un niveau 7. Et là, après ça, on pourrait se parler de la procédure de quel programme est-ce qu'on choisit et de la capacité d'accueil au Québec en fonction de ARIMA et en fonction du programme d'expérience québécoise. Là, c'est intéressant parce que lorsqu'on a fait la réforme du PEC, tout le monde nous a dit « touchez pas au PEC, puis on veut conserver le PEC ». Mais vous souhaitez avoir des travailleurs qui n'ont pas de maîtrise nécessairement de niveau 7. Alors là, on pourrait les passer par ARIMA. Mais le fait qu'il y ait une levée de bouclier sur le PEC fait en sorte qu'on n'a pas pu utiliser ARIMA d'une façon optimale aussi. Alors, à un moment donné, je vous dirais, la chèvre et le chou, ou la laitière, la ferme, le beurre, à un moment donné, il faut faire des choix. Alors, je trouve ça toujours intéressant de pouvoir discuter des réformes qu'on a faites en matière d'immigration. Mais mon souci, pour moi, c'est de faire en sorte que les personnes immigrantes qu'on accueille au Québec puissent venir au Québec, grandir au Québec en français dans toutes les régions du Québec. Et ça, je suis d'accord avec vous sur ce point-là. Vous venez nous dire, attention, l'article 36 va impliquer un lourd fardeau administratif pour démontrer le respect du critère qu'on a fait toutes les conditions nécessaires pour ne pas avoir à exiger une langue autre que le français. Et il y a le mot « réputé » que j'ai appris, parce que j'ai fait un cours de droit en accéléré pour préparer ce projet de loi-là. Il est marqué « Un employeur est réputé ne pas avoir pris tous les moyens raisonnables si... » trois conditions qui elles-mêmes ne sont pas très claires. Et vous le dites, vous, clairement, que les conditions ne sont pas très claires. Et donc, comment on fait la démonstration qu'on a analysé les besoins linguistiques réels? C'est pas objectif, ça. La mention que vous faites du mot « réputé », je pense que c'est le mot-clé dans votre intervention, justement. C'est que le terme est beaucoup plus puissant. Donc, la conséquence est puissante, mais le chemin pour s'y rendre est très sinueux et pas nécessairement asphalté en ce moment. Donc, c'est ce qui inquiète les gens. Il faut comprendre que nous, notre travail, c'est de parler des récriminations ou des inquiétudes de nos membres. Mais mettez-vous à la place d'un entrepreneur en ce moment, c'est, comme on dit, il faut se lever de bonne heure pour dire publiquement qu'on est contre ce projet de loi-là ou contre certains éléments, parce que ça peut être mal perçu alors que, comme je vous dis, une très grande majorité des milieux d'affaires sont en faveur du concept. Mais il y a des entrepreneurs qui nous appellent, qui sont un peu mal à l'aise de poser la question publiquement parce qu'ils se demandent comment on va faire avec mon département de ressources humaines pour non seulement s'assurer de rencontrer ces exigences-là, et un coup qu'ils sont rencontrés,
quand la situation dans le milieu de travail va évoluer, comment on repasse par-dessus ça et qu'on refait une analyse sempiternelle et éternelle. Alors, c'est ça qui inquiète les gens. Donc, vous nous relancez la balle en disant « on est inquiet, des entrepreneurs oseront pas le dire publiquement, vous les représentez, vous êtes grosso modo d'accord pour la loi, mais, gros bémol, attention, nos membres peuvent être très inquiets de l'applicabilité de cet article 35. » C'est ça qu'on doit comprendre. À cause, entre autres, du mot « réputé », dont j'ai appris le poids légal extrêmement lourd. Quand on est réputé, on ne peut plus bien se défendre. Mais comment on peut se défendre contre des conditions qui sont difficilement mesurables? Ce qu'on dit, c'est qu'un employeur, même de bonne foi, et qui prend toutes les démarches pour respecter les exigences qui sont à l'article 36, en raison du caractère un peu flou de qu'est-ce qui est correct, qu'est-ce qui est admis, qu'est-ce qui est acceptable, pourrait se retrouver avec une plainte et tout de même se faire dire qu'il n'a pas respecté l'essence de la loi. Vous avez quand même des inquiétudes. Il nous apparaît contre-productif pour une société qui entretient des relations d'affaires à l'étranger de devoir présenter un contrat traduit en français dans un premier temps pour que celui-ci soit par la suite abandonné afin de maintenir une version normalisée dans une langue autre que le français. Les produits dérivés, ça va être des produits financiers un peu spéciaux là, qui sont régis notamment avec les bourses, avec les institutions financières. Donc, ces produits-là, considérant que l'employé de la banque en question, ou l'entreprise financière, est au Québec, même s'il fait des transactions informatiques, exemple avec la bourse de New York. Donc, le contrat va avoir été réputé avoir été signé au Québec, parce qu'au moment qu'il était devant son ordinateur, il était au Québec. Donc, le contrat va devoir être en français. Mais la bourse de New York, on va leur présenter un contrat en anglais, un contrat qui ont été élaborés par des normes internationales au niveau des produits dérivés, avec des contrats très touffus, très élaborés, avec des normes très strictes. Donc, de venir traduire ça dans le français vont probablement les rendre très inconfortables, mais en leur disant qu'ils risquent d'avoir des enjeux législatifs avec ça, avec des exigences par rapport à ça. On s'est fait dire par plusieurs de nos membres de dire, est-ce que je serais avantagé plutôt pour rassurer nos partenaires commerciaux de faire ces transactions-là par des employés qui seraient en Ontario, par exemple, pour faciliter cette transaction-là. Donc, ce n'est pas quelque chose qu'on vise, pas quelque chose qu'on veut, non plus nos membres, ce n'est pas ce qu'ils veulent, mais la complexité supplémentaire, notamment dans un contexte où le contrat en lui-même est élaboré par des normes internationales qui ont été malheureusement faites uniquement en anglais, mais on vient complexifier de façon très importante des situations bipartites où il y a un des interlocuteurs qu'on ne peut pas lui exiger une connaissance du français, là. Je vous cite, cela forcerait les sociétés québécoises à payer plus cher pour ce type de contrat. Les éléments suivants subiront une hausse des coûts, taux de change, taux d'intérêt, coût des matières premières et prix des marchandises. Est-ce que ça pourrait avoir une pression à la hausse, donc, sur le prix de certains services ou de marchandises pour les consommateurs? Réponse courte, c'est ce que l'ensemble des membres qui nous ont alertés sur ce point-là nous mentionnent. Merci, Madame la Présidente. Bienvenue dans cette commission. Les chambres de commerce réclament, je dirais, à haut cri, davantage d'immigrants, davantage de main-d'œuvre. Nous, on pose une condition importante, et je vous en fais part. Nous exigeons une connaissance du français de la part de tous les immigrants économiques, et nous souhaitons qu'on ajuste nos seuils en fonction de notre capacité d'accueil et d'intégration, et plusieurs autres mesures qu'on a aussi à la hauteur des défis qui sont, quant à nous, incontournables. Donc, sur ce premier élément, êtes-vous d'accord que pour la réussite de chacune de ces aventures au Québec, de vie professionnelle, en socialisation, on doit exiger le français avant l'arrivée? Non, par le simple fait qu'on se limite dans le type d'immigrants dans lequel on peut aller sélectionner. Pour la capacité d'intégration, on est d'accord avec vous, mais on est encore en attente de savoir comment on va calculer cette capacité d'intégration-là, donc qui est tant discutée depuis certaines années au Québec. D'être fier d'être québécois, d'être fier d'être au Québec, d'apprécier les opportunités que ça nous apporte. Et la moindre des choses, c'est de respecter notre langue nationale, de l'apprendre et de vivre en français. L'important, c'est d'essayer de voir quelle est la portée concrète du statut
de nation québécoise dans la loi constitutionnelle de 1867. Moi, je ne crois pas que ça a des effets seulement symboliques. On pourra, sur la base de ces articles, même déclarer inopérants des règles de droit qui sont contraires au statut de nation québécoise ou qui sont contraires à l'idée que le Québec ou que la langue française est la langue officielle et commune du Québec. On ne pourrait plus faire en sorte qu'une des langues officielles du Québec serait l'anglais. Et là, pour l'avenir, ça nous protège contre des gouvernements ou des parlements qui voudraient bilinguiser le Québec. Parce que si l'on faisait cela, ce serait inconstitutionnel. Ce serait contraire à un article de la loi constitutionnelle de 1867 qui enchâsse et qui donne une suprématie législative à cet article-là. Et je crois que le Québec est mûr pour dire qu'au Québec, il y a la langue officielle et commune qui est le français, mais qu'on devrait reconnaître l'importance des langues autochtones et les qualifier de langues premières. Et je crois que ça a été une proposition qui a été faite à Ottawa, qu'on n'a pas retenue un jour, et on devrait la retenir ici au Québec. Pourquoi est-ce qu'on reçoit beaucoup de critiques ou pourquoi il y a beaucoup de gens, notamment dans le milieu juridique, qui nient l'existence des droits collectifs de la nation québécoise? Pourquoi ce ne sont que les droits individuels qui sont valorisés dans notre système, dans notre système judiciaire, dans notre système politique depuis 1982? Vous savez, quand on a des débats sur le droit à l'autodétermination, on dit que ce droit est tellement important parce que c'est par ce droit collectif qu'on va assurer le respect des droits individuels. Si on ne respecte pas les peuples, on ne peut pas respecter les individus qui appartiennent à ces peuples. Une nation qui exerce son droit collectif ne sera fière d'elle-même que si elle respecte par ailleurs les droits individuels ou les droits collectifs des minorités, de la minorité nationale anglophone au Québec et des nations autochtones du Québec. Et je crois que là-dessus, même si le Québec n'a pas un dossier parfait, le Québec est quand même un exemple au monde de respect des droits des minorités et même des droits collectifs des nations autochtones, bien qu'on pourrait en faire bien davantage pour respecter de tels droits. Je reçois beaucoup de feedback de la communauté d'expression anglaise. Il n'y a pas de droits là, qui sont perdus pour la communauté historique de la communauté anglaise. C'est une question aussi d'interprétation de la portée des nouvelles dispositions de la loi. Moi, je les ai lues et je ne crois pas que ça porte atteinte aux droits de la communauté anglophone. Peut-être change un peu la donne lorsqu'il s'agit des droits des personnes qui ne sont pas de la minorité historique anglophone du Québec. Ça, je pense que c'est vrai. Je pense que c'est un objectif du projet de loi. Il faudrait exclure la dérogation pour, entre autres, les fouilles et les saisies et les perquisitions, pouvoir donner à l'OQLF, qui sont en dérogation et sans mandat. Donc, absolument rien peut venir contester ça. Il a dit que ça serait probablement nécessaire pour ça de lever la dérogation. Pourquoi le mur à mur? Pourquoi absolument tout ou rien? On ne peut pas en exclure des bouts qui vraiment porteraient atteinte aux droits et libertés individuelles. Puis là, ce n'est pas une question anglophone-francophone, là. Les droits des individus. Non, on ne va pas trop loin. Puis, je vais vous le dire très franchement, la raison pour laquelle je crois qu'on ne doit pas exclure, faire une liste d'articles exclus des chartes canadiennes et québécoises. C'est parce qu'à la fin, c'est la Cour suprême qui va décider. Et la Cour suprême du Canada peut trouver le moyen de déclarer inconstitutionnels des articles de cette loi, de la Charte de la langue française, en invoquant d'autres articles de la Charte canadienne. Pourquoi, finalement? Pour faire prévaloir cette idée que le Canada est bilingue, que le Québec devrait l'être, que le Canada est multiculturel, que le Québec devrait l'être. C'est la Cour suprême du Canada qui, en définitive, détient cette compétence si on ne la prive pas du pouvoir
d'exercer une compétence fondée sur des articles de Donc, la Charte vous canadienne. Vous êtes prêt parce que je connais vos positions, vous vous en cachez pas non plus, bon, puis la Cour suprême est indépendantiste, puis la Cour suprême doit être forcément biaisée du côté du multiculturalisme, etc., juge nommé par le fédéral, mais quand même, vous êtes en train de dire que ça doit avoir, cet argument-là, primauté sur les droits et libertés individuelles en regard de fouilles, de perquisitions, etc., donc, personne ne pourra contester s'il y a fouille excessive. Oui, on pourrait le contester sur la base du droit administratif québécois. Pensez-vous qu'on peut, avec l'article 45, mettre une disposition pour éliminer le serment à la reine? Mon collègue député Jean Lesage avait déposé le projet de loi 192. Nous exécrons d'être obligés, comme députés, de faire ce serment. Je suis sûre que c'est la même chose pour vous. Est-ce que c'est quelque chose de possible, puis on pourra en profiter pendant en travaillant sur le PL 96? Je crois pas. Ah. Malheureusement, je pense qu'on peut pas aller là. Et j'aimerais bien, en effet, qu'on n'ait qu'à prêter ce serment au peuple et à la Constitution du Québec, mais je crois que ce n'est pas quelque chose qui est visé par l'article 45 parce que c'est ailleurs dans la Constitution. Il faudrait aller ailleurs, puis là, on n'a pas le droit. Est-ce que, selon vous, cette modification aura un quelconque impact sur le déclin avéré de la langue française au Québec? Ce n'est pas l'article en lui-même qui peut avoir ce déclin, c'est les mesures que vous adopterez. C'est les mesures qui portent sur la langue de l'éducation, la langue de travail, puis sur l'audace qu'aura cette Assemblée lorsqu'il s'agit des mesures qui visent à protéger, promouvoir la langue française et trouver des moyens de mettre fin à ce déclin. Ce qui me permet, Monsieur le député de Matane, de vous dire ce que je pense des cégeps dans ma faculté de droit, dans la faculté de droit du ministre. Et j'ai vu quelque chose, j'ai entendu quelque chose qui me bouleversait, que mes étudiants de ma faculté de droit parlaient anglais dans ma faculté, Absolument. Dans les murs de ma faculté, où on croise sur le mur les photos de Pierre Elliott Trudeau, Bernard Landry, tous ces anciens premiers ministres qui étaient des diplômés de ma faculté de droit, où les étudiants francophones parlent en anglais avec les étudiants anglophones et allophones. La langue anglaise est comme devenue une langue de communication de mes étudiants à la faculté de droit de l'Université de Montréal. Et c'est pas étranger au fait qu'il y a des étudiants de Dawson qui débarquent dans ma faculté de droit. Ils me l'ont dit. Ils me l'ont dit, ces étudiants. C'est des choix politiques, ça aussi, de continuer de financer un projet libéral que je trouve aberrant, du financement de Dawson, que le gouvernement de la CAQ poursuit. Il n'y a pas de différence entre les deux sur, plus que des symboles, sur des choix politiques de financement. Et moi, je le regrette. Nous sommes préoccupés par le fait que ce projet de loi a été, en partie du moins, élaboré en fonction d'une prémisse voulant que nos collèges soient des facteurs d'anglicisation du Québec. Nous contestons cette allégation. Bien sûr, nous aidons des jeunes Québécois à mieux connaître la langue anglaise et oui, nous les aidons à développer des compétences qui pourront leur être bénéfiques dans leur cheminement professionnel et aussi les ouvrir à d'autres cultures et à d'autres modalités d'appréhender le monde. Mais aussi par la mixité des mots linguistiques de nos populations, nous aidons à parfaire la connaissance du français chez ceux pour qui ce n'est pas la langue maternelle. Nous aidons à une meilleure compréhension de l'autre et nous les aidons à intégrer la société québécoise. Malheureusement, on nous a enfermés dans un narratif dans lequel on nous fait jouer le rôle de vilain. Un narratif dans lequel s'opère un glissement subtil de la notion de bilinguisation à celle d'anglicisation. Nous nions pas l'importance de protéger et promouvoir le français, bien au contraire. Nous reconnaissons la nécessité de protéger et valoriser le statut du français au Québec et nous adhérons à l'idée de faire du français la langue commune et la langue de l'intégration et de sensibiliser à l'importance de cette langue et de la culture québécoise comme liant de notre société. La ministre de l'Enseignement supérieur a fait connaître en juin dernier l'effectif attribué à chacun des établissements collégiaux publics de la grande région de Montréal. Ces effectifs doivent faire l'objet d'une réévaluation annuelle, considérant la hausse démographique anticipée. Selon les documents présentés à ces effets par les officiers du MES, les orientations fixant ces effectifs totaux pour nos établissements s'appuient sur le projet de loi 96, notamment l'alinéa 88-04. Donc, en principe, cet effectif vaudrait, pour l'automne 21,
et pourrait faire l'objet, à l'instar des autres établissements collégiaux de la région de Montréal, d'une réévaluation annuelle suivant les données observables. Comme nous le recommandons dans notre mémoire, nous demandons donc que la fixation des effectifs totaux attribués par le ministre de l'Enseignement supérieur se fasse pour une période de 3 ans, soit jusqu'à l'automne 2024, et que cet effectif soit révisé au terme de cette période. Et qu'en conséquence, l'application des pénalités financières déterminées au projet de loi s'est différée jusqu'au terme de cette période. Venons-en à l'article 88.012 du projet de loi sur lequel nous entretenons de fortes réserves. Pour évaluer la connaissance du français des non-ayants droit, le projet de loi préconise l'imposition d'une épreuve terminale de français dont le contenu serait le même pour les étudiants ayant reçu l'enseignement collégial donné en anglais et en français. Cette proposition recèle plusieurs difficultés. Signalons que le cursus collégial est fort différent en ce qui a trait à l'enseignement du français selon le secteur. Au secteur français, on parle de 4 cours de langue et littérature, totalisant 240 heures, tandis qu'au secteur anglais, on retrouve 2 cours de français langue seconde, totalisant 90 heures. D'envisager et administrer une épreuve uniforme dont le contenu est le même, indépendamment du secteur dans lequel l'étudiant a fait ses études collégiales, est proprement inquiétant. Cela reviendrait à procéder à une même mesure d'évaluation pour des objets d'apprentissage radicalement différents. Il y a là manifestement quelque chose de profondément inéquitable. Nous demandons donc que la disposition 88.012 apparaissant à l'article 58 du projet de loi 96 soit retirée. Est-ce que vous êtes d'accord avec la limitation qu'on propose au niveau du collégial? Pour nous autres, pour les 3 collèges dans l'île de Montréal, oui. Mais c'est différent pour les autres collèges dans la région. C'est pour toujours? Donc, vous êtes à l'aise qu'on limite ça à 17,5 %? Toujours, c'est un mot. La recommandation pour le futur immédiat, oui, mais la recommandation, c'est pour regarder ça, pas en 10 ans, mais peut-être en 2, 3 ans, et regarder la réalité de la situation à ce moment-là pour avoir une politique qui vraiment répond aux besoins courants. Sur la question du déclin du français, là, il y a plusieurs auteurs qui disent que le fait qu'il y ait une progression supplémentaire dans le réseau collégial anglophone, ça fait en sorte que ça a un impact sur le français en général au Québec. Vous émettez des doutes là, par rapport à ça? Là. Pour nous, c'est clair que quand on a 7 millions de francophones habitant dans un continent avec 330 millions d'anglophones, c'est clair que pour nous, il y a une grosse pression sur le français. Et comme vous avez dit ce matin avec Bernard Tremblay, il y a un enjeu pour le français et nous devons tous travailler ensemble pour promouvoir le français. Nous sommes quand même étonnés dans le projet de loi 96 qu'il n'y a rien dans le projet de loi pour améliorer le français de nos étudiants anglophones. Nous sommes présentement limités par les règlements des études collégiales à 90 heures d'enseignement français langue seconde. Nous voulons en faire plus, mais c'est les lois de notre ministère qui nous en empêchent. Pour s'assurer que les étudiants maîtrisent bien le français, je pense qu'il faut regarder primaire, secondaire, collégial. Il faudrait que ça s'harmonise. Moi, je vous dirais une chose. L'épreuve uniforme de français là, est dans le projet de loi. Puis tous vos étudiants collégiaux, allophones et francophones qui sont dans vos établissements d'enseignement, afin de pouvoir diplômer puis d'avoir leur DEC, il va falloir qu'ils passent l'épreuve uniforme. Fait que ça serait le temps d'y penser pour nous dire combien de cours vous voulez pour faire en sorte que vos étudiants puissent diplômer adéquatement dans le cadre de leur parcours scolaire. Les prérequis pour écrire l'examen, l'épreuve uniforme de français, c'est d'avoir fait 3 cours de littérature en français. Je vous remercie pour votre présence en commission parlementaire. I was wondering, what are your thoughts with regards to the dispositions of the bill that will give English-speaking Quebecers first kick at the can when it comes to admissions processes? Nous ne sommes pas des institutions anglophones. Nous sommes des collèges qui servent tous les Québécois et qui offrent l'éducation en anglais. C'est important, cette différence-là. Donner l'admission en sciences à un ayant droit avec une moyenne générale au secondaire de 65 pour qu'il soit ultérieurement refusé
à l'entrée université n'est pas une définition de la réussite d'après nous. Par contre, nous allons toujours travailler très fort pour trouver des voies de passage aux étudiants anglophones. Mais comme nous disons dans notre mémoire, il faut trouver la bonne façon de le faire pour standardiser les admissions. Et donc, nous demandons 3 ans pour définir la bonne approche. We serve all students. We don't discriminate on the basis of language. We accept students who are francophone, allophone, anglophone. The reality is that some programs in our colleges have become very difficult to get into, and we're very conscious of that. We are working together as the English College Steering Committee to address that issue. That time is needed for our colleges to adapt a policy that balances access and excellence. That's what our recommendation is. A very serious problem of disenfranchisement of English-speaking Quebecers who have the inability to access their own network. So there's at some point have to be a discussion. I think what I'm confident is that each institution will have the ability, with the autonomy that they have within their charter, to come up with a plan that suits their needs. Le ministre, il parle encore de cours de français. Moi, je parle de cours en français. Peut-être que c'est encore plus exigeant, le mot « en » plutôt que le mot « de ». C'est un travail de longue haleine pour rajouter des cours au cursus, mais nous sommes ouverts à faire ce travail-là. La mixité des mots linguistiques favorise l'échange entre les deux communautés et permet aux jeunes anglophones de se familiariser avec le français. Et je pense que si on ampute cette possibilité-là, on rend service à personne. C'est nécessaire d'avoir une consultation très forte avec le ministère de l'Éducation supérieure, avec la personne qui va continuer à écrire ce projet de loi. Parce que maintenant, nous avons l'impression qu'il n'y a aucune consultation parce que c'est vraiment pas réalistique à faire des choses dans le projet de loi qui est écrit maintenant. Évidemment, dans les règles actuelles, c'est le libre choix. Mais je vous suggère que le gouvernement du Québec, avec les fonds publics, lui, n'a pas à financer notre assimilation ou le déclin du français. Une étude de l'Université Laval démontre très bien, avec des discussions avec 35 étudiants qui ont fait leur parcours dans les cégeps anglophones, qu'ils n'ont pas perdu leur lien à leur culture québécoise. Si on peut au moins aussi... Si vous permettez, l'échantillon, comment ont été sélectionnés les 35? Moi, j'en sais rien, mais je sais qu'il y a un expert qui est venu nous dire que ça ne reposait pas sur grand-chose de scientifique, là. Nous autres, on est en éducation, et si quelqu'un reçoit un doctorat de l'Université Laval, je pense qu'on va accepter que l'Université Laval reconnaît que le travail a été bien fait. C'est un argument d'autorité, selon vous? Si vous voulez un autre argument d'autorité, regardez tous les autres, les membres de l'Assemblée nationale, et combien d'eux ont fait leur parcours à Concordia, à McGill, à Harvard, au London School of Economics. Trouvez de tous ces membres de l'Assemblée nationale, est-ce qu'ils ont perdu leur... Désolée, je dois mettre fin. Notre démarche prend en considération les droits linguistiques de la communauté anglophone et ceux des nations autochtones. Nous avons consulté des gens issus de différentes sphères de la société, le milieu des affaires, des groupes engagés dans la promotion et la défense de la langue française. On a également parlé avec plusieurs acteurs des milieux postsecondaires francophones et anglophones. Et on est très fiers du résultat de tout ce travail qui se retrouve aujourd'hui dans notre plan d'action en matière de valorisation de la langue française. Dans les prochains jours, bien, nous allons procéder à l'embauche de la toute première commissaire à la langue française de la Ville de Montréal. Cette personne va faire le suivi de tous les gestes que posera la Ville de Montréal pour valoriser la langue française et va s'assurer que la Ville adopte les meilleures pratiques à l'intérieur de ses murs concernant l'usage du français. Et la Ville de Montréal, dans le respect des pouvoirs qui lui sont conférés, agit concrètement pour promouvoir le français dans son développement économique, ses relations internationales, le rayonnement de sa culture et de son développement social. Nous avons ainsi adopté à la Ville de Montréal une stratégie de réconciliation avec les peuples autochtones en 2020. Les exceptions qui sont prévues dans ce projet de loi pour prendre en considération les droits des peuples autochtones sont donc appréciées. Montréal est également le choix de résidence des 2 tiers de l'immigration du Québec.
De plus, 40 % de la population active de la métropole provient de l'immigration. Nous sommes convaincus que le français, la langue française, est un liant entre les diverses communautés qui composent la riche mixité culturelle de Montréal. Cette langue commune fait notre fierté. Elle nous distingue aussi bien à l'échelle nationale qu'internationale. Actuellement, nous multiplions les actions en promotion du français auprès des personnes nouvellement arrivées grâce à notre bureau d'intégration des nouveaux arrivants à Montréal qui s'appelle le BINAM et à travers également ses partenaires, notamment les cégeps et les universités. Nous sommes convaincus que tous les nouveaux arrivants désirent ardemment s'intégrer à leur société d'accueil. Ils comprennent très bien que l'apprentissage du français est un outil essentiel pour accélérer leur intégration. Et certaines dispositions du projet de loi soulèvent pour nous des questionnements par rapport à leur mise en application. Pensons notamment à la disposition dans la loi qui impose aux villes de communiquer uniquement en français avec les nouveaux arrivants une fois que ceux-ci habitent au Québec depuis plus de 6 mois. Cette disposition comporte des défis. Comme vous le savez, la Ville de Montréal offre de nombreux services directs aux citoyens. La ligne téléphonique 311 gère une bonne partie de ces demandes. Les téléphonistes qui y travaillent reçoivent des milliers d'appels de façon quotidienne. L'éventail des demandes que nous y recevons est très large. Ils peuvent être de nature informative, pratico-pratique ou financière, mais il arrive également que ces demandes soient urgentes et qu'elles nécessitent une réaction immédiate. Par exemple, un bris d'aqueduc qui inonde des maisons environnantes, un arbre qui menace de tomber ou encore un avis d'ébullition d'eau qui a été émis à la population. Comment pouvons-nous répondre à nos citoyens dans de tels cas urgents tout en respectant entièrement et à chaque fois la loi? Il est alors difficile, voire impossible de confirmer, preuve à l'appui, si la personne qui appelle au 311 pour obtenir de l'aide urgente est au Québec depuis moins ou plus de 6 mois. Alors, si elle est oui ou non exclue d'un champ d'application de la loi. Comme gouvernement de proximité, nous nous assurons d'offrir des services de façon équitable qui répondent aux besoins de toute notre population, surtout en situation d'urgence. C'est pour cette raison que nous vous recommandons d'ajouter le service 311 aux exclusions de la loi. Et sur la question de l'intégration en français des personnes immigrantes, vous nous dites, c'est une de vos recommandations dans le mémoire, bien écoutez, 6 mois, c'est trop court, il faudrait augmenter. Dans les exemples que vous avez donnés tout à l'heure, vous disiez, bien écoutez, s'il y a un avis d'ébullition d'eau, s'il y a une question de danger, de santé et de sécurité, je vous rassure tout de suite, ces mesures-là sont déjà prévues par des exclusions nommément dans le projet de loi 96. Alors là-dessus, il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Mais sur la question de l'intégration, et on a eu ce débat-là ce matin avec un autre invité relativement au délai, le principe de base du projet de loi 96, c'est de dire chaque personne immigrante, on l'accueille dès le départ en français. Je suis convaincue que tous les immigrants veulent apprendre le français parce que ils savent que c'est un outil essentiel pour pouvoir participer à la vie en société. Mais ce qui je trouverais dommage, c'est qu'un 6 mois strict, sans équivoque, en viennent à mettre des personnes de côté. Je pense qu'il faut se donner de la flexibilité et c'est ce que la Ville de Montréal demande d'une certaine manière, concernant en tout cas le 311. Il y a certains interlocuteurs qui, au lieu de parler de multiculturalisme, évidemment, on en parle, mais négativement la plupart du temps, l'interculturalisme, mais le nouveau concept, la convergence culturelle, qui n'est pas nouveau, qui existe depuis plusieurs années, mais qui revient, je dirais, dans plusieurs des mémoires de gens qui pensent que ça serait une meilleure façon. Pour moi, la question des étudiants internationaux présents à Montréal, la question des étudiants qui ne sont pas nécessairement francophones de souche, comme on dit, est une question centrale à la question de Montréal, qui est l'épicentre, je dirais, de la raison pour laquelle on est réunis ici, c'est-à-dire le projet de loi 96 sur la langue française. Montréal, là, c'est l'épicentre. Et dans l'épicentre, il y a cet formidable atout que constituent les étudiants internationaux. Moi, je trouve qu'on n'en fait pas assez. Et c'est un euphémisme quand je dis ça. On n'en fait vraiment pas beaucoup pour franciser les étudiants internationaux. Donc, le travail qui est fait avec les universités et les établissements postsecondaires est fondamental. Et dans notre plan d'action, dont ma collègue, Mme Wong, parlait, on a fait une place de choix, justement, ce travail de collaboration qui est déjà bien enclenché. Les universités sont des partenaires avec qui nous travaillons pour s'assurer que quand un étudiant arrive ici,
puisse non seulement étudier, ça c'est pour ça qu'il est venu ici, mais on veut qu'il y ait une intégration parce que si on réussit très rapidement à intégrer via le français des étudiants étrangers, ben, il y a des bonnes chances qu'ils restent à Montréal parce qu'ils se rendent compte qu'à Montréal, la qualité de vie est exceptionnelle, c'est somme toute très abordable, puis il y a des opportunités de carrière vraiment intéressantes. Pour des étudiants internationaux qui arrivent à Montréal, de découvrir la culture québécoise en leur offrant un accès à cette culture québécoise-là, parce que bien, ces étudiants vivent dans un microcosme, hein, sont comme dans une bulle au centre-ville, et ces étudiants, puis c'est ça que les universités nous ont dit, ils souhaitent avoir accès à cette culture-là, mais une culture qui est davantage accessible, qui est davantage vulgarisée et qui leur permettront de découvrir la culture francophone et québécoise. Et donc, on réfléchissait justement avec eux de la possibilité de développer ce parcours-là avec les universités pour offrir aux étudiants cette possibilité de découvrir la culture québécoise dans leurs premières années à Montréal. Moi, je suis d'avis qu'on devrait avoir un grand débat sur Montréal, ville francophone, entre les candidat à la mairie. Ça ne semble pas être votre cas, Madame la mairesse. Ce qui m'intrigue, c'est que vous avez dit dans un balado qui s'appelle Corner Boot, une question qui est posée par l'animateur qui dit que c'est la dernière chose dont on devrait parler. Vous avez répondu « Absolutely ». Je suis un peu étonné que vous ne voulez pas en faire un enjeu. Je ne vais pas plus loin parce que c'est l'élection municipale, mais vous avez dit d'autres choses qui m'intriguent encore plus. Sur la langue de service, vous avez indiqué que l'ensemble des citoyens, quelle que soit leur langue, devraient avoir des services qui sont accessibles. Le plus de services possible en anglais pour accommoder, ça pourrait être en italien, ça pourrait être en autre langue. Donc, j'ai de la misère à concilier les ambitions que vous avez dans votre plan versus le propos que vous tenez, dans ce cas-ci en anglais, il y a quelques jours à peine. Pouvez-vous donner des éclaircissements? Oui, tout à fait. Je vois mal le contexte de la campagne électorale dans cette position, mais permettez-moi de vous dire que depuis le début, ce que je dis devant la communauté francophone est la même chose que je dis devant la communauté anglophone. C'est-à-dire, quand je vous parle de la difficulté d'appliquer, ou du moins des problématiques liées à l'application de la loi actuelle pour le 311 dans des cas d'urgence, pour moi, ça c'est important et c'est pour ça que je suis devant vous en toute franchise pour vous parler de cette problématique-là. Donc moi, c'est exactement... Bien, M. Bérubé, j'ai la transcription que je fournirai. Je vous réponds. Bien, je fournirai la transcription à la commission. Ceci étant dit... Dans tous les cas, bien, je n'ai pas fini ma réponse. J'ai 2 minutes, madame. J'ai 2 minutes, madame. Bien, vous me posez une question à développement pour 2 minutes. Je vais en poser qui se répondent par oui ou non. Très bien. Bien, je ne pense pas pouvoir répondre à votre question si elle est aussi longue que la première. Ah, bien, très court. Non, mais allez-y, M. Bérubé. Vous avez le député devant vous qui est responsable de la fameuse motion « Bonjour, aïe ». Et la volonté, c'était de démontrer que dans la langue de service à Montréal, la langue de la vente au détail, il y avait un problème. J'espère que Montréal voit ça de façon très sérieuse. Je vous demande de faire preuve de votre influence auprès d'une organisation que je connais bien qui s'appelle Tourisme Montréal, qui a des liens très étroits avec la Ville de Montréal, avec le gouvernement du Québec, pour que le mot « clic » qui est utilisé pour définir Montréal à travers les réseaux sociaux soit autre chose que « Montreal Moments », ce qu'on retrouve depuis des années. Je vous avoue, ça m'agace beaucoup. C'est ce genre de détail qui n'en est pas un. Alors, il y a une relation très privilégiée avec la Ville de Montréal. Moi, j'aimerais bien que les gens qui viennent à Hochelaga et ailleurs utilisent un autre mot-clic. Ça fait partie de l'identité qu'on veut donner à Montréal. Montreal Moments, je trouve que ça ne rend pas le service français. Et malheureusement, je dois mettre fin à cette période d'échange. Je suis désolée, Madame la mairesse. Qui n'était pas une question, mais je vous souhaite une belle fin de journée, M. Bérubé. Je vous souhaite également une belle fin de journée. Nous allons suspendre nos travaux quelques instants. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Merci, il n'y a pas de problème pour permettre aux autres participants de prendre place. Pour nous, il est évident qu'il s'agit d'un problème politique, un problème qu'on connaît bien depuis 258 ans, 7 mois, 25 jours très exactement, et plus longtemps encore. Un problème qu'on connaît bien parce qu'on y vit, on y habite sans jamais l'avoir démocratiquement voulu. Ce problème, nous, en fait, dans le mémoire, on a pris le temps d'y revenir, de le décrire, chose qui est peut-être rare de nos jours, mais n'en déplaise aux esprits oublieux qui font des airs quand on ose relater au fond, les causes profondes à l'origine des conséquences qui sont aujourd'hui au menu de cette commission. Cet exercice nous paraissait nécessaire et il s'inspire directement d'ailleurs de Camille Lorrain qui, dans son livre blanc, commence précisément par relater le récit de nos défaites et de nos déchéances par la fausse conciliation, pour citer Henri Bourassa. C'est ce problème-là
ce problème structurel qui fait qu'en dépit de nos plus glorieuses victoires ou demi-victoires du passé, le fait est que nous échouons sur l'essentiel. L'essentiel étant le minimum, et le minimum étant d'assurer la vitalité démographique du français dans la durée. C'est-à-dire que, comme l'a indiqué Guy Rocher en cette même commission, le Québec va rétrécir de plus en plus au sein du Canada. Et fut-elle agrémentée d'ornements dorés, une tombe demeure une tombe. Parce que c'est pour nous une évidence, le problème de la langue chez nous, ça résulte avant toute chose d'un problème politique. Et ce problème a pour nom Canada. Dans une société normale, la langue, elle se parle toute seule. Je m'attaque maintenant à la question des objectifs qui devraient animer notre résistance à ce problème. L'objectif à atteindre qui permettrait vraiment de régler la plupart de nos problèmes à la source réside assurément dans l'accession à la normalité, c'est-à-dire à l'indépendance, contrairement à la plupart des politiques publiques du gouvernement du Québec qui, elles, font état de cibles claires, question de saine gouvernance, de reddition de comptes. C'est comme si sur l'enjeu particulier du français, de la vitalité du français, ben, on avait des capitaines de vaisseaux qui naviguent plutôt à l'aveugle, sans cap précis. Le moindre de ces objectifs, qui serait mesurable, quantifiable, voudrait par exemple qu'à compter de la présente décennie, suivant l'adoption de ce projet de loi, la vitalité démographique globale du français comme langue d'usage cesse de régresser relativement à l'anglais, donc en excluant les langues tierces. Et mieux encore, que cette vitalité croisse. Donc, il s'agirait, par exemple, qu'au recensement de 2026, cet indicateur se retrouve au même niveau qu'il était 10 ans plus tôt, en 2016, voire qu'il progresse de quelques dixièmes de points. Il y a d'autres approches. Charles Castonguay, évidemment, insiste beaucoup sur le phénomène de l'assimilation nette, de la part du français dans l'assimilation nette des nouveaux arrivants, des nouveaux immigrants allophones, pour être plus précis. On pourrait se dire que pour ceux qui arriveront d'ici 2026, alors qu'on puisse passer de 55 % à 90 %, conformément à ce qu'a déjà déclaré M. le ministre lui-même. Aussi, bon, il y a la question, ma foi, assez impérative, qui est celle de l'anglicisation nette ou de la suranglicisation nette des francophones dans l'île de Montréal, qu'il faudrait ramener à zéro. C'est la moindre des choses, et surtout chez les jeunes francophones. Comment est-ce que vous qualifiez le fait que certaines personnes qu'on a entendues ici en commission parlementaire ou dans la société civile mettent en doute qu'au Québec, il y a un déclin du français? Je pense que ces gens-là ont tout faux. Je pense qu'ils nous mystifient. Je pense qu'il y a un consensus scientifique évident quant au fait du déclin de la vitalité démographique du français. Le français régresse. Il régresse partout au Canada. Peut-être que pour l'indicateur de la connaissance du français, il n'y en a pas. Il y a à peu près 94,5 % des gens au Québec qui disent de manière autodéclaratoire connaître le français. Mais ça, on sait bien que c'est une donnée passablement arbitraire. La connaissance d'une langue ne détermine en rien sa vitalité. Cet objectif de faire passer la part du français dans l'assimilation nette des allophones, de 55 environ à 90 %. En effet, c'est en principe la moindre des choses pour assurer le maintien dans la durée du groupe linguistique francophone. Mais comme il n'y a pas eu de livre blanc au soutien du projet de loi, comme il n'y a pas, au fond, ce projet, cette politique ne contient pas nécessairement de garantie explicite, alors on a réfléchi ces derniers temps à une proposition que je crois est assez originale. Cette proposition consiste à ce qu'on instaure un mécanisme parlementaire de révision périodique, décennale, de la Charte de la langue française et de l'ensemble du corpus législatif afférent au statut de la langue, dans la mesure où le commissaire à la langue officielle constate, dans un rapport suivant immédiatement la publication de données de recensement, constate que depuis 10 ans,
le français, la vitalité démographique du français a continué à régresser, ou encore que l'anglicisation nette des francophones dans l'île de Montréal est supérieure à 0, par exemple. Ce que je comprends de votre suggestion, c'est qu'il y a un mécanisme parlementaire de révision à tout le moins de l'état du français. Donc, je trouve qu'on va prendre votre suggestion en réserve et on va l'analyser. Je pense que ça pourrait être une solution intéressante, justement, pour qu'on soit toujours vigilant sur la question du français. Comme le soulignait Charles Castonguay, pour qui j'ai le plus grand respect, on ne peut pas penser que la langue commune, notamment celle du travail au Québec, sera consolidée, c'est-à-dire la langue commune, le français, dans la mesure où la langue de l'apprentissage du travail, de l'apprentissage de la vie, de l'entrée dans la vie adulte, n'est pas suffisamment le français. En ce sens, le professeur Marc Chevrier a très justement parlé du français au Québec comme d'une langue à statut infantile, c'est-à-dire que cette langue, c'est bon pour l'enfance, pour le primaire, pour le secondaire, la maternelle, mais dès lors que viennent les vraies affaires, dès lors qu'on arrive dans la vie adulte, qu'on gagne en responsabilité, qu'on souhaite s'épanouir, qu'on souhaite se réaliser, alors c'est l'anglais qui, quoi qu'on dise, continue à jouir d'un véritable prestige au Québec. Ce n'est pas normal. On va aller du côté de l'opposition officielle, Madame la députée de Marguerite Bourgeois. Bonjour, Monsieur Laporte. Ici, la libérale Hélène David. Mais je suis enchantée d'avoir un échange avec vous. On en a eu plusieurs, alors je trouve ça très sympathique. Ce que j'aurais trouvé encore plus sympathique, c'est d'avoir le mémoire un peu avant, parce que la moitié de vos 42 pages sont évidemment des pages très intéressantes, pas nécessairement directement pertinentes au projet de loi 96, mais c'est vraiment des références, votre lecture de l'histoire, mais quand même une lecture de l'histoire qui peut être fort intéressante à lire. Alors, j'ai hâte de le lire, mais malheureusement, je ne peux pas beaucoup me référer à votre mémoire, ainsi qu'à vos 42 recommandations, parce qu'il y en a 42, mais heureusement, elles sont des reprises de beaucoup de recommandations qu'on a eues en amont de votre présence. Donc, j'imagine que vous êtes d'accord avec plusieurs de vos compatriotes qui sont venus avant proposer toutes sortes de choses liées au projet de loi 96. Il y a quand même un titre formidable à la page 21 sur lequel je veux vous entendre, qui s'appelle « Du tripotage aux fesses des données ». Je voudrais que vous m'expliquiez, parce que je n'ai pas pu lire ce qui va avec, je sais que vous parlez des données, mais pourquoi ce titre aussi parlant du tripotage aux fesses? Tripoter les fesses, on sait un peu ce que ça veut dire, mais je trouve ça un peu osé pour un mémoire sur la langue française. Du tripotage aux fesses des données. Le tripotage des données, c'est-à-dire que Ottawa ne s'est jamais gêné pour tripoter, oui, les chiffres, peut-être pas les fesses des chiffres, si ça vous gêne, mais disons les chiffres, dans le but plus ou moins avoué de camoufler le déclin du français. C'est un comportement politique qui a quand même été largement commenté et documenté. Il est arrivé qu'on modifie intempestivement la nature ou l'ordre des questions posées dans le formulaire de recensement, ou s'il y a belle lurette qu'on a cessé de mandater des agents pour réaliser des entrevues à grande échelle avec les répondants. Donc, de nos jours, à peu près toutes les données, je crois, colligées, résultent de réponses purement autodéclaratoires. On a élargi sans cesse, par exemple, les RMR, dont celle de Montréal, ce qui fait que ce référent géographique se révèle passablement peu utile. Il vaut mieux s'intéresser à la situation dans l'île de Montréal, pour ceux que ça intéresse. On considère que c'est des interventions indues, même malhonnêtes dans certains cas, voire immorales, dans le processus scientifique qui nuisent à la lisibilité de l'évolution des données à travers le temps. Et donc, c'est sans surprise que la population générale et même
nos journalistes sont nombreux à se laisser prendre au piège. C'est pour ça que moi, je loue beaucoup le travail des Charles Castonguay de ce monde parce qu'il replonge dans les données brutes et s'assure que la lisibilité des données au fil du temps soit adéquate. Vous êtes indépendantiste, comme moi, comme le parti qu'on représente, et c'est la meilleure façon de protéger la langue française au Québec, c'est de faire l'indépendance. En faisant des ajouts dans la Constitution de 1867, est-ce qu'on n'est pas en train de la légitimiser? Ce régime, on le légitime chaque fois qu'on va voter au fédéral, a fortiori peut-être lorsqu'on prône d'appuyer un parti fédéraliste. On le légitime chaque fois qu'on paie des impôts. 133 et 19 prévoient qu'on a le choix entre le français ou l'anglais, alors que là, on oblige la production d'une traduction. Et il y a la question de l'interprétation en cas de difficulté d'interprétation. On dit que la version française aurait préséance. Or, c'est loin d'être clair que l'arrêt Blakey permettrait une telle chose. Et je suis heureux maintenant qu'on ait un débat sur les dispositions de la loi constitutionnelle de 1867, la loi constitutionnelle de 1982, parce que semblerait-il que la Constitution est un arbre vivant. Alors, vous, dans votre mémoire, vous comparez plutôt la Constitution à un édifice avec le solage et puis sur le fait qu'on ne peut pas utiliser l'article 45 pour faire en sorte de venir inscrire que les Québécois et les Québécoises forment une nation et que la langue officielle du Québec est le français. Or, si on est uniquement en termes de métaphore, pourquoi ne pourrions-nous pas venir ajouter un annexe à la maison? Parce que la Cour suprême dit que la Constitution est un arbre vivant, doit être interprétée largement, tout ça. Mon précédent collègue de Saint-Laurent aimait beaucoup parler du fruit qui n'était pas mûr, mais que finalement le fruit avait mûri quand il a déposé sa politique québécoise, notre façon d'être Canadien. Alors, voyez-vous, moi, je crois que la Constitution nous permet de faire cela. Et d'ailleurs, il y a plusieurs de vos collègues qui sont en accord. Je comprends que vous n'êtes pas en accord, le professeur Leclerc, Maxime Saint-Hilaire de l'Université de Sherbrooke, mais semblerait-il qu'il y ait un espace. Alors, pourquoi ne pourrions-nous pas mettre un annexe à la maison que nous n'avons pas choisi d'habiter? Si le Québec, dans la Constitution de sa province, la Constitution du Québec souhaite l'affirmer, il peut le faire, et c'est d'ailleurs ce que j'ai mentionné dans mon mémoire. Le problème avec le français est la seule langue officielle du Québec, c'est qu'il y a un texte. On peut croître, on peut se transformer, mais on ne peut pas entièrement faire fi du texte de l'article 45 qui parle bel et bien lorsqu'il s'agit de l'usage du français ou de l'anglais. Et qu'on veut modifier les règles concernant l'usage du français et de l'anglais dans la province, là, la formule applicable textuellement, c'est l'article 43 qui prévoit que ça peut se faire de façon bilatérale entre Québec et Ottawa. Et ça, c'est une exception parce que autrement, lorsqu'on veut modifier les enjeux sur la langue, si ce n'était pas pour la province, ça serait la formule d'unanimité qui est prévue. Donc, on prévoit que pour modifier les enjeux sur la langue, c'est l'unanimité, mais pour les provinces, pour modifier l'usage, pour modifier la Constitution du Canada relativement à l'usage du français et de l'anglais, c'est l'article 43. Juste une question pratico-pratique là-dessus, parce que depuis 1977, l'article 1 de la Charte de la langue française établit que la langue officielle du Québec est le français. Alors, est-ce que par vos propos, parce que ce qu'on fait, c'est qu'on reproduit, on duplique dans la loi constitutionnelle de 1867 cette disposition-là à 90 Q2. Est-ce que par vos propos, je dois comprendre que l'article 1 de la Charte de la langue française, qui est là depuis 1977, est en contravention avec l'article 133 de la loi constitutionnelle de 1867? Bien, dans l'arrêt Blakey, la Cour suprême dit expressément qu'elle ne se penche pas ou qu'elle n'émet pas d'opinion sur la validité de cette disposition-là. Si vous n'êtes pas satisfait, ben vous êtes les législateurs, vous pouvez le faire. Par contre, vous pouvez les modifier.
Par contre, vous devez le faire selon les règles existantes, les règles de modification applicables. Alors, pour modifier 33, si vous voulez le faire, ce que vous venez de me dire, ben, la façon la plus simple, c'est de le faire de façon bilatérale en vertu de l'article 43. Vous pourriez modifier ça pour le Québec, sauf que l'article 19.1, lui, vous ne pourriez pas le faire. C'est écrit dans la Constitution de 82. Et pour la modifier, celle-là, il faudrait l'unanimité. Donc, à moins que vous vouliez prendre votre bâton de pèlerin, mais ça, c'est libre à vous. Juste pour expliquer aux membres de la Commission, 19.1, ça touche les tribunaux fédéraux, donc la Cour fédérale et la Cour d'appel fédérale. Ça ne touche pas les tribunaux judiciaires québécois. Mais je comprends de votre propos que 133, il est très, très rigide et il doit y avoir une interprétation extensive. Donc, vous le voyez comme un bloc, puis il n'y a pas de marge. Or, quand il y a eu Blakey, il y a une marge, parce qu'ils n'ont pas touché à l'article 1, ils ont touché à certains éléments de la langue de la justice, de la langue des lois, mais ils n'ont pas touché à un. Alors, c'est pour ça que je diffère fondamentalement d'opinion avec vous, parce que c'est comme s'il n'y avait pas d'espace. Or, à tous les jours, il y a de l'espace. C'est un petit peu comme si vous mettez tous les feux de la rampe sur cette disposition-là. Là, vous invitez directement une contestation, directement sur cette disposition. Mais moi, j'invite... Toujours en utilisant le recours à l'article 45, que ça ne serait pas infaisable. Est-ce que j'interprète bien, mais que c'est loin d'être votre premier choix? En fait, tout à fait. Quand je dis que c'est loin d'être mon premier choix, c'est que je comprends que l'Assemblée nationale souhaite enchasser cette reconnaissance dans la Constitution du Canada. Je dis, si elle veut le faire, le moyen pour le faire, c'est l'article 43. Maintenant, si elle ne veut pas y aller de manière bilatérale, elle peut quand même, en vertu de l'article 45, adopter certaines dispositions, mais à ce moment-là, je lui suggère de dire qu'on modifie la Constitution du Québec, qu'on le dise clairement, c'est la Constitution du Québec qu'on veut modifier, et qu'on mette sous réserve des articles 133 de la loi constitutionnelle de 1867 et 19.1 de la loi constitutionnelle de 1982. Les fameuses dispositions de dérogation pour certaines choses, dont les pouvoirs d'enquête de l'OQLF, là, les fouilles, les saisies, bon, il y a dérogation, puis il y a pas de mandat qui est demandé. Quand on couvre mur à mur, on n'échappe à rien, sauf que parfois on écrase des choses. Et donc, si je fais une comparaison avec une autre doctrine qu'on utilise en droit, quand on est pour porter atteinte à des droits, on pose des tests. Et on a des questions qu'on se pose habituellement. On dit, est-ce que l'objectif est suffisamment important? Ici, je pense que les gens, en général, s'entendent que ce n'est pas un problème. Mais ensuite, il y a la question de la proportionnalité. Et là, on se pose la question, est-ce qu'il y a un lien rationnel? Puis, est-ce que c'est l'atteinte? Est-ce que c'est les moyens les moins attentatoires ou l'atteinte la plus minimale au droit pour réussir à atteindre notre objectif? Est-ce que c'est les moyens qui portent le moins atteinte au droit qui nous permettraient quand même d'atteindre notre objectif? Donc, ça peut être un outil pour évaluer, pour le législateur comme pour les juges, si les mesures sont appropriées. Maintenant, pour ce qui est de la question fouille, perquisition, saisie abusive, je sors de mon mémoire, mais évidemment, c'est pas aussi clair qu'il y a un lien très fort entre être capable d'aller faire ces fouilles-là sans mandat et la protection de la langue française. C'est plein de gens de talent en droit, mais c'est une diversion magnifique sur l'essentiel. C'est comment renverser le déclin. Et on n'y arrive pas. Puis en plus, ça a l'air que c'est pas faisable. Alors, je nous suggère de continuer à réfléchir à des données concrètes et à des mesures concrètes pour renverser le déclin. Et on en a un grand nombre que je partage avec les membres de la commission. Et j'invite le ministre à réaliser que finalement, c'était pas si génial que ça. Avez-vous d'autres choses à ajouter? En 10 secondes.